Bien, bonjour tout le monde. Nous revenons avec le chapitre sur la programmation dynamique. Cette fois, on verra un langage de programmation avec le PHP essentiellement et peut-être qu'on terminera aussi avec un peu de JavaScript. Dans la première partie du cours, ou soit pour les 3 premiers chapitres, nous avons vu essentiellement du web statique avec le HTML ainsi que la CSS, que je vous ai dit qu'ici, qui n'étaient pas des langages de programmation proprement parlé, mais qui étaient plutôt pour l'un un langage de structuration des données. Il devrait structurer comment les données devaient être présentées sur un navigateur. Et l'autre pour le design ou encore l'habillage des sites web. On appelait ça essentiellement du web statique, n'est-ce pas? Ce sont des sites où lorsqu'on a des contenus, ces contenus ne se mettent pas à jour dynamiquement. Il faudrait qu'il y ait l'intervention d'un webmaster pour modifier ou soit mettre à jour le contenu d'un site statique. Et lorsqu'on doit venir remettre à jour du contenu d'un site, que ce soit des photos, du contenu texte, et autres contenus, on parle des sites statiques. Maintenant, dans cette partie, on parlera où on fera du web dynamique. Cette fois, on fera un langage de programmation. Pourquoi est-ce qu'avant, on parlait des sites statiques et pourquoi désormais nous parlerons de web dynamique? Déjà, si lorsqu'on parle des sites dynamiques, vous comprenez que ce sont des sites qui sont un tout petit peu complexes. Ils utilisent des langages au-dessus du HTML et de la CSS, on utilise des langages tels que le PHP, le JavaScript ou encore des gestionnaires de bases de données comme MySQL pour entreposer les données et puis tout ça. En tout cas, le contenu de ces sites sont dits dynamiques parce qu'il peut changer sans l'intervention du webmaster, contrairement au précédent. Et la plupart des sites web que vous visitez actuellement sur le net sont des sites dynamiques. Donc vous trouverez peut-être pas, ou en tout cas à 0, quelque chose, des sites statiques en ligne. La plupart des sites que vous visitez sont des sites dynamiques. Alors le seul prérequis pour cette partie, c'est que vous apprenez déjà à créer des sites avec du HTML et du CSS. Et la bonne nouvelle, c'est que tout le monde ici qui suit ces cours a déjà au préalable suivi cette partie. Alors, quels sont les objectifs essentiellement de cette partie? En fait, l'objectif de ce cours sera de vous rendre capable de réaliser un site web dynamique entièrement fait par vous-même, au pas à pas. Parce que déjà, nous avons fini le TP numéro 2 avec un site construit au pas à pas. N'est-ce pas? Ces sites pourront proposer des fonctionnalités bien plus exigeantes que les sites statiques. Entre autres, on peut créer des espaces membres pour vos visiteurs s'ils veulent s'inscrire sur un site, avoir accès à des sections qui leur sont réservées essentiellement. C'est possible de le faire avec des sites dynamiques. On peut peut-être créer des forums, parce qu'il est courant aujourd'hui de voir des sites web proposer des forums, des discussions, d'échanges et toutes ces choses-là. On peut faire ces genres de sites, n'est-ce pas? Et on peut encore faire peut-être un compteur des visiteurs. On peut compter le nombre de visiteurs qui se connectent par exemple sur un site. À chaque fois qu'il y a un nouveau visiteur, on sait compter, on sait mettre en ligne un site et on sait se dire on a eu autant de visiteurs sur ces sites, on en aura encore autant. En fait, il y a beaucoup trop de trucs qu'on puisse faire par-dessus avec ça, n'est-ce pas? On peut créer des sites d'actualité. C'est possible de créer des sites d'actualité. Je ne me rappelle même pas. Le dernier site que je vous ai demandé pour le TP numéro 3, je crois que vous devrez créer ici un des sites d'actualité pour, je ne sais pas, du magazine ou des choses comme ça. Alors moi, je donnerai peut-être quelques exemples. Vous verrez aussi comment les appliquer, notamment pour vos sites à vous. C'est une possibilité que vous avez. On peut aussi créer peut-être des newsletters. Des newsletters, c'est très possible. Vous pouvez envoyer un email à tous vos membres régulièrement pour leur présenter des nouveautés, les inciter à revenir sur votre site, leur envoyer des emails personnalisés ou des choses comme ça. Voilà un peu le tout. Alors, pour vous montrer comment fonctionne un site web statique et comment fonctionne un site web dynamique, regardez le comportement d'un site web statique. Cet ordinateur te présente ce qu'on appelle un client HTTP. Lorsqu'on parle d'un client HTTP, c'est que sur votre ordinateur, vous pouvez posséder plusieurs clients HTTP. Ça peut être un navigateur Google Chrome, ça peut être un navigateur Mozilla Firefox, ça peut être Opera Mini, Safari, Tor Browser, Baidu et tant d'autres navigateurs. Le visiteur, à partir de son client HTTP, il demande une page, ça peut être aussi sur un serveur, le serveur lui renvoie la page. C'est comme ça que fonctionne un site statique. Maintenant,
Le cas pour un site dynamique, le client demande une page au serveur. Le serveur, avant d'envoyer la page, commence d'abord par générer la page, c'est-à-dire qu'il va générer du contenu de vue HTML, CSS, parfois avec un peu de dynamisme JavaScript. Il va générer la page pour le client HTTP, puis il lui renverra ensuite la page. Donc, voici un peu d'un point de vue fonctionnel comment fonctionne un site web, d'un site web statique, d'un site web dynamique, n'est-ce pas? Alors, pour faire du web dynamique, je tiens déjà à vous signaler qu'il n'y a pas que le PHP pour le faire. Il existe plusieurs langages qui peuvent permettre de faire du web dynamique. Entre autres, on peut citer ASP.NET qui est conçu par Microsoft et qui exploite le framework.NET. Il est bien connu, développeur C#. Les solutions propriétaires peuvent être utilisées. On peut aussi utiliser Ruby on Rails, qui est très actif. C'est un framework aussi que beaucoup préfèrent utiliser pour faire du web dynamique. Il utilise le langage Ruby et il permet de faire des sites dynamiques très rapidement. On peut aussi parler aussi de Django. Django qui est un peu similaire à Ruby on Rails, mais seulement lui il utilise le langage Python. Pour les familiers de Python peuvent l'utiliser. Il y a aussi le Java et les GSP, le Java Server Page. On peut faire aussi avec du web dynamique, tout en faisant un backend avec le Java J2E ou soit le Java Enterprise Edition. Vous pouvez faire un backend et puis faire ensuite votre client HTTP avec de la GSP. En utilisant les commandes JSTL et tant d'autres, ou encore ceux qui n'utilisent pas GSP, certains utilisent, ceux qui ne préfèrent pas utiliser la GSP, il y a plusieurs solutions qui peuvent être utilisées avec Java. Ça dépend, n'est-ce pas, de ce que vous pouvez utiliser. Ça peut être TeamLeaf. TeamLeaf aussi peut aider aussi à faire des solutions web avec le Java Enterprise Edition. Alors, je vous ai aussi parlé, lorsqu'on utilisait des sites dynamiques, je vous ai dit qu'il était possible d'utiliser un serveur de base de données tel que MySQL. Il n'y a pas que MySQL pour faire l'entreposage des données. Il existe plusieurs solutions de gestion des bases de données. Entre autres, on peut citer Oracle, on peut citer Microsoft SQL Server de Microsoft, on peut citer PostgreSQL, ou on peut utiliser des bases de données très légères telles que SQLite, SQLite, pour des bases de données légères. C'est possible de les utiliser aussi à des moments. Alors, les outils pour concevoir des sites dynamiques, on peut citer ici Apache. Nous utiliserons ici Apache. Apache, c'est quoi en fait? Apache, c'est tout simplement un serveur web. Il s'agit de l'un des plus importants de tout le programme parce que vos applications devront tourner sur un serveur. C'est le serveur qui générera les vues pour vos utilisateurs. Lorsque je vous parlerai des architectures 3 tierces, dans le cadre de ce cours, avant de conclure, je vous montrerai à quel niveau se situe Apache, à quel niveau se situe le client HTTP, à quel niveau se situe aussi MySQL et tous les restes là. On utilisera aussi PHP. Mais attention, ici, le PHP dont il est question ici, c'est pas PHP langage de programmation, n'est-ce pas? Ici, PHP, c'est fait un plugin pour le serveur web Apache. C'est PHP qui rend le serveur Apache capable de traiter les pages web dynamiques en PHP. Parce que lorsque vous envoyez vos pages et qu'il y a du code PHP, Apache est incapable, n'est-ce pas, de traiter vos pages web, parce que ce sont des pages web dynamiques. C'est le plugin PHP qui vient ici rendre Apache capable de pouvoir lire ces éléments. Donc en clair, si on combinait Apache à PHP, notre ordinateur sera capable de lire des pages web en PHP. Et enfin, le serveur de gestion des bases de données, dans le cadre de ce cours, nous utiliserons MySQL, mais bon, vous pouvez utiliser MariaDB, vous pouvez utiliser Oracle, vous pouvez utiliser FileMaker ou tout autre système de gestion de bases de données. N'est-ce pas? Ici, nous avons par exemple des balises PHP. Vous avez des chevrons ouverts, point d'interrogation PHP, vous mettez votre code PHP à l'intérieur, puis vous les refermez. Ça, c'était pour l'exemple. Le reste du cours est essentiellement théorique, nous n'allons pas le développer ici. Je reviens, par contre,
Je reviens par contre avec la conclusion du cours, parce que j'estime que vous l'avez déjà bien lu. Je veux donc conclure le cours, parce qu'il y a plusieurs éléments. Je peux peut-être conclure avec la partie sur les tableaux et puis tout ça. Mais en fait, je conclurai par vous dire tout simplement que dans le cadre de ce cours, après que vous ayez fini la partie sur les tableaux, qui était la toute dernière partie que vous devriez apprendre, je reviens avec une toute autre partie. Ce sera une partie pratique. Je vais prendre ici un exemple NACIT. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on peut utiliser, parce que je vais aussi envoyer une partie sur un dernier chapitre avec du web dynamique, avec du JavaScript. Je vous enverrai du JavaScript. Je vais prendre ici, je ferai ici une combinaison JavaScript, PHP, HTML, CSS pour essayer de créer un macro de site. Ça peut être un blog, ça peut être quelque chose comme ça que je vais devoir vous présenter. Et ensuite, nous allons conclure notre cours et je vous attendrai pour le projet du TP numéro 3 qui vous a été justement envoyé. Pour l'instant, j'invite ceux qui n'ont pas encore fini de lire la partie sur le PHP à finaliser, parce que dès demain, je vais envoyer la partie sur le JavaScript et le deuxième travail dirigé, que je vous montrerai comment est-ce qu'on peut connecter un site web à une base de données MySQL, et puis comment on peut écrire des données, comment on peut envoyer des données au serveur, comment on peut les récupérer, comment on peut les afficher. Et ce sera par là que nous mettrons un point final à notre cours de langage de programmation 2. Pas parce qu'on l'aura forcément terminé, mais parce qu'on aura épuisé le contenu prévu pour cette année avec le cours.